en fait tout simplement des crimes. Et moi, donc, mon travail, vous l'avez compris, c'est justement de montrer ça, de montrer à quoi servent réellement ces armes. Mais le problème, c'est que tant que l'ONU ou quelque chose d'officiel, on va dire, ne sort pas un énorme reportage en disant nous avons vu des armes françaises tuer des civils, etc., malheureusement, ça ne bougera pas énormément. Et heureusement, il y a des gens comme vous, donc d'origine de près ou de loin avec la France, qui pourra maintenant, plus tard, ou peut-être dans très longtemps, commenter, voir... parce que indirectement, moi je filme, mais vous êtes sur place, vous êtes dans les combats, donc vous pourrez même être des témoins plus tard, en fait, de ces crimes. Comme quoi, effectivement, vous avez eu un obus de 155 mm, ça a tué une femme et un enfant à cet endroit-là, alors que vous êtes allé combattre, par exemple, sur ligne de front, et tout ce que vous avez reçu, je dis une connerie, c'est des roquettes slovaques, du RSS, etc. Enfin, que des vieux trucs qui n'ont rien à voir avec ce que donne la France. C'est pour ça, je pense qu'on est d'accord, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, que tu combats ici et que tu ne reçois pas, entre guillemets, sur la gueule. Effectivement, la France pratique une propagande qui dit qu'il y a des gentils et des méchants. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'appliquer toujours la même politique. On l'a vu en Syrie, en Libye ou au Yémen. La France fournit des armes à l'Arabie Saoudite ou au Yémen qui les utilisent pour tuer des civils. C'est un conflit dont on ne parle pas du tout. La France a armé l'opposition en Libye, en Syrie, et c'est une pratique tout à fait courante. Seulement pour le français lambda qui regarde la télé, on lui présente toujours la chose de manière à avoir un gentil et un méchant. En réalité, tout le monde fournit des armes et les crimes sont commis par les armes fournies par la France. Mais que ce soit ici, que ce soit avant, de toute façon en 2014 et maintenant, c'était toujours la même histoire partout. Et pour le français lambda qui regarde la télé, effectivement, on lui dit aujourd'hui que la Russie est méchante et elle a envahi l'Ukraine. Avant ça, il y avait un blackout total par rapport à ce qui se passait en Ukraine. Donc, le français ne savait même pas où est l'Ukraine et ce qui se passe sur place. Encore moins le Donbass. Parce que j'ai des copains qui m'appellent, et surtout quand l'opération spéciale avait commencé, on s'appelle, ils me demandent est-ce que tu sors dans la rue, est-ce que tu... je dis non, pourquoi? Ils me disent la Russie rentre en Ukraine, tout ça. Je dis mais alors, arrêtez un peu. Ça fait 8 ans que l'Ukraine est à côté de Donetsk. Ça fait 8 ans qu'il y a des combats, ça fait 8 ans. Ils me disent mais non, mais d'où tu sors ça? Enfin, tu inventes ça. Mais je dis, c'était pas quelque chose de nouveau. Ça a été toujours comme ça. Et les gens lambda, les civils ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe à Donbass. Enfin, peut-être ils ont entendu quelque chose quelque part, mais c'est juste que ça passe. Ouais. Enfin, ça passe à côté. Pour eux, c'était pas une vraie guerre. Oui, c'est ça. Alors qu'il y avait des vrais combats depuis 8 ans. Ça c'est clair. C'est ce qu'on dit, c'est le manque d'informations, le manque de... Là, il y en a trop. Avant, il y en avait pas beaucoup. Là, il y en a trop. Ouais. Tu peux pas comprendre en fait ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, parce que il y a beaucoup de journalistes, je vois, même francophones par exemple comme toi, j'en connais quelques-uns, et qui sont en Ukraine aussi, qui regardent, qui filment, et il y en a qui sont payés donc pour montrer que la Russie est méchante, et il y en a aussi effectivement qui essaient de montrer les vraies choses. En général qui sont plus indépendants. Voilà. Et ils ont aussi des problèmes parce que... comme moi. Voilà, faut pas montrer. D'ailleurs pour la petite histoire, je ne l'ai pas dit, mais moi je suis allé du côté de l'Ukraine. J'ai travaillé pendant 3 semaines avec Azov. Alors à la base j'étais en médical, pour aider médicalement les femmes et les enfants, et on s'est fait racketter en fait par Azov, les médicaments, les opioïdes, la morphine, tout ça. Donc on a été obligé de donner des médicaments à Azov et de travailler avec eux en fait. Et du coup j'ai travaillé entre guillemets 3 semaines du côté de l'Ukraine. Je suis allé à Boutcha. Je suis arrivé à Boutcha les premiers jours où l'Ukraine avait récupéré. On en parlera plus tard, mais j'ai cette expérience de l'Ukraine. Donc je suis, je crois même l'un des seuls journalistes à être allé des deux côtés. C'est pour ça que je peux vraiment comparer ce qui se passe. Je te donne un exemple. Et vivant. Elle est vivant, pour l'instant.
Et je te donne un exemple, quand j'étais en Ukraine, j'avais l'interdiction par exemple de parler aux enfants et de parler aux enfants hospitalisés. Pour pas qu'ils me racontent leur histoire. Parce que les Ukrainiens ont peur de leurs propres militaires. Ça, c'est une réalité. Personne ne pourra me dire que c'est faux. Ils ont tous peur du SBU, ils ont tous peur des militaires. Ils ne prennent pas de photos, ils ne parlent pas. Enfin, il y a vraiment, tu vois, ici, dans le Donbass, c'est pas comme ça. Tu peux aller à l'hôpital, tu peux parler avec un enfant, tu peux parler avec un militaire. Ici, la civilisation n'a pas peur de leurs militaires. Et c'est là qu'il y a une énorme différence. Et ce qu'on essaie encore une fois de masquer, ce que j'avais dit, pas peur parce qu'on a rien lâché. Ça fait presque 10 ans que la guerre est ici. Les enfants grandissent pendant la guerre et les gens en fait plus âgés ils s'en foutent tout simplement. La guerre, ça fait partie de. Imagine que ça fait 10 ans que la guerre est ici. Donc, les gens ne cachent pas leur visage. Les gens ici ils s'en foutent totalement. Voilà la grosse différence. Pour terminer, je voudrais avoir votre avis. Petite question pour Sergueï et après j'aurai une dernière question à vous deux. Toi qui as été militaire français, t'es pas obligé de répondre. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir été militaire français et maintenant de combattre parce que c'est un choix et comme tu nous l'as déjà dit, ta terre natale c'est ici, donc tu es légitime et même si ça ne l'était pas, c'est ton choix et tu fais ce que tu veux. Mais c'est surtout qu'est-ce que ça te fait d'avoir, on va dire, servi pour la France et maintenant de voir que, on va dire, les armes que tu as manipulées en France sont servies pour tuer des civils. C'est surtout ça, c'est pas vraiment l'histoire de la guerre, c'est surtout voilà, ce fait que le gouvernement pour qui te battait avant cache en gros des crimes, quoi, on va le dire clairement. Si tu pouvais me donner ton ressenti par rapport à ça, est-ce que tu es dégoûté, est-ce que tu es choqué ou pas, ou est-ce que tu t'y attendais? Voilà, tu peux répondre. Tu sais, la première fois que je suis venu au Donbass, personne ne le savait. Ensuite, c'est à partir de mon deuxième séjour ici que l'armée française a su. Et c'est là que j'ai été rayé des cadres de mon régiment. Et à ce moment-là, justement, ils ont fait une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dit, toi, tu es un traître à la France, tu collabores avec une autre puissance, avec la Russie. Et je leur dis, justement, non. Parce que si on compare la situation à la Seconde Guerre mondiale, c'est vous qui collaborez avec une puissance étrangère. Et je rappelle qui définit votre politique internationale. La Russie n'est pas en guerre avec la France, donc il ne peut pas être un traître ni un collabo. Elle n'est pas en guerre. Voilà, je tiens à préciser. Et je dis, si ça aurait été la Seconde Guerre mondiale, je serais au contraire du côté de la résistance. Donc il y avait le gouvernement de Vichy, le gouvernement officiel français qui collaborait et qui travaillait pour les intérêts d'une puissance étrangère, de l'Allemagne. Et il se passe exactement la même chose en ce qui concerne la France actuellement. Et donc, non, en fait, je suis toujours resté fidèle à la France, fidèle à ses valeurs, fidèle aux valeurs militaires qu'on m'a appris, fidèle aussi aux principes d'officier, puisque j'ai fait un lycée militaire et je devais m'engager comme officier dans l'armée française par la suite. Et je suis resté fidèle à tout ça, contrairement à eux, qui eux collaborent avec les puissances étrangères. Donc non, quand je suis venu ici, ça m'a posé aucun problème moral ou problème de valeur. Au contraire, j'ai toujours été fidèle aux valeurs de la France, contrairement à eux. D'accord, merci d'avoir répondu. Dernière question pour tous les deux. Est-ce que vous auriez un mot pour les Français qui sont d'accord avec vous, qui voient la réalité, etc. et même certains Français qui voudraient venir aider au Donbass, qui même voudraient venir combattre avec vous? Est-ce que vous auriez des conseils ou un message à leur faire passer par rapport à ça? Pour les Français en général, on peut dire que leur mode de vie est concerné par ce qui se passe ici. Les décisions de la France, les décisions de soutenir l'Ukraine, économiquement, militairement, ça a un impact direct sur la vie des Français. Donc il y a des Français qui se plaignent des conditions de vie, mais c'est parce que leur gouvernement vit à des intérêts étrangers et que les Français ne se soulèvent pas contre ça. Ils subissent ces conditions de vie. Donc je dirais qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, puisque la France n'a pas de politique indépendante, malheureusement, et qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Oui. Un mot pour les Français.
dans la vie, il y a toujours la même situation. Il y a une vérité, il y a de la merde. La vérité est toujours poursuivie. La vérité, on essaie toujours de la démonter, de l'oublier, de l'effacer. Et tout ce qui se passe ici, ça c'est la vérité. Si vous venez ici, vous allez comprendre ce qui se passe. Vous allez comprendre que c'est pas ce qu'ils vous montrent à la télé, c'est pas en fait, ce que vous lisez dans vos smartphones. Oui, donc en gros, tu leur dis de venir ici pour voir ce qui se passe. Moi, je fais le même appel aux journalistes français qui ne bougent pas le cul, notamment ton copain de LCI qui fait une enquête sur toi depuis un an et qui n'a pas mis un pied dans le Donbass. Ah oui, je l'ai vu, c'est une tête à fleck. C'est ça, il sera content de le voir. Mais je tiens bien à préciser, je pense que tu peux le préciser, qu'il pourrait très bien venir ici simplement en demandant un visa russe en tant que Je journaliste. suis sûr qu'on ne va pas lui refuser. Non seulement il pourrait venir ici, mais Voilà, précise. les droits. C'est ça. Personne ne va le tuer, on ne le fait pas. Voilà, donc s'il veut une vraie enquête, Merde. voilà, même au moins s'il veut qu'elle arrive déjà à Moscou, S'il veut faire une vraie enquête, il n'a qu'à venir ici et bosser vraiment. voilà, parce que tu l'accueilleras, il répondra. Évidemment. c'est Parce que j'avais entendu un truc que lui, il avait brûlé les corps, tout ça. C'est ridicule. Non, après, ils parlent beaucoup de toi par rapport à Mariupol. Et à Wagner. Il le fait, voilà, tu étais avec un haut responsable de Wagner dans un camion. Sauf que c'est pas lui. Mais bon, tout le monde travaille avec tout le monde ici, j'ai envie de dire. Donc, bon, même pas le justifier. Non, mais c'est juste que le truc, c'est que les Russes, les soldats russes, ne font pas ce genre de choses. Brûler les pains. Je veux dire, il y a des choses qui se passent à la guerre, c'est normal. C'est la guerre, oui. Mais les choses horribles, c'est. Oui, je sais pas, il faut être un animal. Même un animal ne le qu'il fait pas. ferait systématiquement. Oui. On ne peut pas comparer l'éducation d'un Russe et l'éducation d'un Ukrainien néo-nazi. On est d'accord. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est que les néo-nazis font certaines choses inimaginables. Brûler des corps vivants, etc. Le Russe de base n'apprend pas à brûler des corps lors de son éducation, ni militaire, ni normale. Et il y a aussi un truc, c'est qu'on voit de partout ça dans les médias. Les Ukrainiens, ils ont vraiment pété un câble par rapport aux Russes. Il y a des t-shirts avec les marqués. On va brûler les bébés russes. Ils ont très toujours envie de nous tuer, de nous démonter, de nous effacer. Et nous, quand on fait ça, on n'a pas du tout envie de faire ça. Vous ne voulez pas les exterminer. Oui. Eux veulent vous exterminer. Voilà. Alors en faisant souffrir, vous, c'est pas du tout. Vous ne voulez pas les exterminer. Tu peux le demander à n'importe qui, il va te répondre, ben non, en fait, on ne veut pas. On n'est pas venu ici pour tuer, on est venu faire ici des massacres. Protéger. Oui. On est venu ici pour protéger les gens, pour protéger nos intérêts géopolitiques, nos intérêts territoires. Alors, il y en a qui vont te dire, mais pour protéger qui? Pour rappeler, dans le Donbass est bombardé depuis 8 ans, les civils sont bombardés depuis 8 ans, certains russophones ont été pendus, brûlés, des russophones habitant dans le Donbass. Je précise pour les téléspectateurs qui comprennent bien pourquoi tu dis ça, mais parce que pour eux, vous êtes venus envahir, non, vous êtes venus sauver, aider et arrêter certains massacres, bombardements et tueries. Ça, il faut le préciser, qui dure depuis 8 ans. Et ça, malheureusement, il faut recultiver les gens. Et dernière question, j'ai beaucoup de gens qui me contactent, français, qui voudraient venir combattre du côté russe, etc. Est-ce que c'est possible pour un Français de venir ici et de s'engager ou avec Wagner ou avec l'armée russe ou quoi que ce soit? Ça sera ma dernière question. C'est tout à fait possible. Il suffit de prendre un visa, venir en Russie et ensuite aller jusqu'à la frontière entre la République de Donetsk et la Russie. Ensuite, on s'occupe du reste. Ok, très bien. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup d'Européens. On connaît des Serbes. J'ai vu aussi des Français. Il y en a qui viennent. Non, on peut pas vous appeler et dire venez.
il faut avoir une volonté, une envie. Si vous voulez combattre côté ukrainien, allez-y. C'est sûr que vous allez tuer, ça c'est sûr. C'est juste que. C'est très étonnant ce que tu viens de dire, mais ok. On vous garde tu respectes, c'est bien. Ouais. Mais si vous avez une envie voilà, de au moins voir ce qui se passe ici, au moins, ou si vous voulez participer, venez. Si vous êtes des hommes, venez. Super. Prince, merci. Sergueï, merci. Et bon courage à vous deux. Et voilà donc Afrique Média au cœur de la guerre dans le Donbass qui oppose la Russie à l'Ukraine. Vous avez donc eu, grâce à notre correspondant pour l'Ukraine et la Russie, il s'agit bien sûr d'Adrien Bocquet qui a donc mené cette interview avec des militaires dans le Donbass. On remarque aussi que la vie est possible en permanence de ce côté-là, contrairement à ce qui est publié et diffusé sur certaines plateformes. Alors direction le panel Nguchi Behanza, on démarre avec vous. Vous avez donc certainement suivi ce reportage de notre correspondant, ce reporter de guerre Adrien Bocquet, qui était sur le terrain pour toucher véritablement les réalités, toucher du doigt les réalités du terrain dans le Donbass. Mais la première information, c'est qui est important de retenir, c'est que la guerre entre l'Ukraine et la Russie ne date pas seulement d'un an. Mais bien sûr, ça va bientôt faire une décennie que cette guerre dure, contrairement à ce qui est publié et diffusé sur certaines plateformes. Oui, effectivement. Avant de répondre, je profite d'ailleurs, étant donné que nous sommes en train de parler des crimes de guerre de l'armée ukrainienne sur des Ukrainiens dans le Donbass, je profite pour parler de ce livre de Charles Onena, qui parle de Holocauste au Congo. Parce que vous savez, on parle des crimes contre l'humanité en Ukraine, sur des Ukrainiens, mais en Afrique, depuis plus de 20 ans, il y a un génocide, des crimes contre l'humanité sur des enfants, sur des femmes, sur des hommes, plus de 15 millions de morts, et les ONG, les organisations, ont même arrêté de compter. Et quand on regarde ces mêmes crimes là-bas au Congo, ce sont les mêmes qui déstabilisent aujourd'hui l'Ukraine et qui envoient des armes aux militaires ukrainiens pour tuer des civils dans le Donbass. Ce sont les mêmes puissances qui financent ce génocide au Congo en utilisant le criminel de guerre qui est Paul Kagame depuis plus de 20 ans. Donc, j'aimerais vraiment que les Africains s'intéressent et si c'est possible, qu'ils aillent chercher ce livre pour le lire et comprendre cela. Alors, revenons maintenant sur l'actualité en Ukraine. Ce que nous venons de regarder et d'entendre, ça confirme nos soupçons, nos dires et les vérités qu'on essaye depuis plus d'un an maintenant de révéler au monde entier. Parce que dès le début de ce conflit, malheureusement, comme les Occidentaux savent si bien le faire, l'histoire a déjà été falsifiée depuis le début grâce aux médias mensonges propagandistes où on a mis l'Ukraine comme la victime et la Russie comme l'agresseur. Alors, dès le départ, on a une seule version. La seule version qui circule, c'est la Russie agresse l'Ukraine, la Russie est la méchante, la Russie commet des génocides, mais il n'y a pas dans le sens inverse les crimes de guerre de soldats ukrainiens de l'Ukraine sur les populations ukrainiennes avant même de commettre ces crimes sur des soldats russes. Parce que vous le rappelez dans le documentaire qu'on vient de regarder, ce conflit ne date pas d'hier. Ça fait plus de 8 ans maintenant que dans le Donbass, l'armée ukrainienne, après le coup d'État en Ukraine, soutenu par les Américains, l'OTAN et l'Union européenne, depuis plus de 8 ans, il y a des crimes sur des civils dans le Donbass là-bas. Qu'est-ce que 20 000 personnes massacrées, génocidées par l'armée ukrainienne, avec le soutien directement des pays qu'on voit tous les jours qui se positionnent comme des pays démocratiques, des pays de droits de l'homme, des pays qui prônent l'humanisme, comme le gouvernement, l'élite française. Alors, voilà maintenant que
une personne s'est levée, M. Poutine, qui dit, écoutez, à un moment, il faut arrêter ça. On ne va pas continuer à rester les bras croisés, à voir une armée massacrer des civils dans le Donbass, parce que si vous regardez bien dans le Donbass, ce ne sont pas des militaires qui sont visés. Ça bombarde des écoles, ça bombarde des hôpitaux, des marchés, des rues, et c'est toujours les civils qui sont visés. Les groupes, comment dire, ultra nazis, hein, les ukro-nazis, qui tuaient des civils, qui assassinaient des civils dans le Donbass, avec la bénédiction de la communauté occidentale, pour ne pas dire la communauté internationale. Personne n'a jamais condamné, que ce soit nos amis propagandistes de LCI, on ne les a jamais vus faire des reportages tous les jours sur les crimes ukrainiens dans le Donbass. Mais, vous savez, le fait que ce soit maintenant la Russie, Poutine, qui décide de voler au secours de cette population, comme Poutine avait déjà fait en volant au secours de la population syrienne pour protéger Bachar al-Assad contre la tentative d'assassinat, de déstabilisation de son pays, les Occidentaux ont profité, puisque Poutine dérangeait depuis longtemps la Russie, dérange le plan de domination géopolitique mis en place par les États-Unis, l'OTAN et ses alliés, étant donné que c'est la Russie qui dit stop, maintenant on arrête ça, nous allons dénazifier ces personnes, dénazifier l'Ukraine pour protéger les citoyens. Tout de suite, on a commencé à dire que la Russie commet des crimes, c'est la Russie la méchante, les Ukrainiens sont les gentils. Mais jusqu'à présent, personne ni aucune organisation ne pose le débat sur les crimes de guerre, les crimes imprescriptibles des soldats ukrainiens, du gouvernement ukrainien, même de Zelensky, avant le début de ce conflit qui date d'il y a 1 an. Alors si on prend tout ça, à qui profitent ces crimes? À qui profite tout ce que nous voyons? La France envoie des bombes, des missiles en Ukraine pour tuer des civils. Dans le même temps, la France se positionne au concert des nations comme un pays de droits de l'homme. Vous savez, avec Macron, c'est la politique de tuer en même temps. C'est-à-dire, en même temps, il dit qu'il ne veut pas de guerre avec la Russie, mais en même temps, il envoie des armes en Ukraine. En même temps, il dit qu'il faut parler de paix avec Poutine, mais en même temps, il dit qu'il faut faire la guerre à la Russie. Voilà les contradictions de ces États qui aujourd'hui ont toujours et qui vivent toujours des guerres, des conflits. Parce qu'il faut le rappeler, je le rappelle, l'histoire de l'Europe, notamment de l'élite française, l'histoire de l'Europe, c'est la glaive. C'est des peuples, ce sont des élites, des gouvernements qui ont toujours vécu en fabriquant, en vivant de l'histoire que j'appelle l'histoire de la glaive, c'est-à-dire la barbarie, les massacres, les génocides, etc. Ils ne savent faire que ça, l'élite européenne. Donc, ce qui se passe en Ukraine, vous savez, je ne suis pas vraiment surpris de voir la position de l'Europe, notamment de la France, parce que dans le reportage, ça parlait de la France, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'élite française est une élite d'esclaves, une élite de, comment dire, de soumise aux intérêts américains. La France est devenue une colonie, une simple zone commerciale et touristique des États-Unis. Macron est un cireur de bottes de Joe Biden. Alors vous imaginez bien que ce n'est pas Macron qui dira à Biden non, les crimes de guerre des soldats ukrainiens en Ukraine sur des civils, il faut le dénoncer, il faut le juger. Si depuis plus de 20 ans, que ce soit depuis les présidents Sarkozy, Hollande, Macron, ils ont toujours soutenu la politique américaine pour génocider au Congo. Voilà, ce n'est pas en Ukraine que ces pays que je vous cite ne le feront pas. Ce sont des pays, c'est une association de malfaiteurs, ils vivent des crimes, ils vivent des guerres, ils vivent de la barbarie et des conquêtes. C'est ça l'histoire de l'Europe. Donc les gens doivent comprendre à qui nous avons affaire. Ce ne sont pas des États démocratiques, ce ne sont pas des pays de droits de l'homme. Il n'y a que le nom droit de l'homme à ces pays, mais la réalité est tout autre.
Ngouchi Béanzin. On va donc poser la question maintenant à Linda Larbaoui avant de nous retourner vers notre reporter de guerre qu'est Adrien Bocquet. Bonsoir à vous Linda Larbaoui. Et voilà donc le témoignage des militaires sur le terrain avec la descente sur le terrain d'un journaliste reporter pour nous faire vivre véritablement la réalité dans le Donbass, plus précisément, où on nous a affirmé que la vie même n'était pas possible en permanence et que à tout va, il y avait des bombardements de la part de l'armée russe sur la population ukrainienne. Et voilà, donc grâce à Adrien Bocquet qui est descendu sur les lieux, on peut constater qu'on peut véritablement vivre d'abord normalement du côté dans le Donbass où la population, ou alors on va dire que la civilisation n'a plus peur des militaires dans le Donbass. Tous sont nés et vivent dans un climat de guerre du côté du Donbass, contrairement à ce qui est publié par certains médias. Bonsoir une fois de plus, Linda Larbaoui. Bonsoir à vous, à toute l'équipe d'Afrique Média, nos téléspectateurs et vos invités, bien sûr. Cette guerre a commencé il y a un siècle. La guerre contre la Russie n'a pas commencé hier. Et les Ukrainiens, ceux qu'on a appelés les Ukrainiens beaucoup plus tard à partir de la révolution bolchevique, n'étaient autres que des Russes. Et ils sont toujours des Russes. Ils parlent russe, ils mangent russe, ils s'habillent russe. Donc l'Ukraine a été une fabrication tout simplement par l'Occident et par leurs alliés. Combien de fois j'ai expliqué, j'ai parlé, j'ai donné des éléments que nos téléspectateurs puissent aller faire eux-mêmes aussi quelques recherches pour approfondir ce que je dis. Lénine était financé par des banques américaines et par le banquier Jacob Schiff, qui était d'origine allemande, mais installé aux États-Unis. Et Lénine était à l'époque en Suisse. Donc, il a été financé par de l'argent américain. Quand on analyse très bien la chose et on écoute ce que M. Lavrov nous a dit quelques jours après l'éclatement de ce conflit, il parle de la guerre contre l'orthodoxie. Quand aussi M. Poutine nous parle et il dit à une journaliste que ce qui se passe actuellement a démarré au lendemain de la chute de l'Union soviétique en 1991, quand on voit un peu ce qui se passe, cette guerre contre la Russie et cette propagande a un aspect religieux. Il y a un sujet qui n'est jamais abordé mais qui est très important. Les États-Unis, quand ils ont envahi les pays de l'Europe, ils ont mis le grappin dessus. Et on voit, je vais remonter le temps jusqu'à Charles de Gaulle, quand après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est rapproché des Russes et il s'est rapproché avec Eisenhower, il s'est rapproché des Allemands pour faire une véritable paix. Donc là, qu'est-ce que nous avons quand nous regardons un petit peu la carte géographique? Eh ben, nous avons la France qui est un pays catholique, nous avons l'Allemagne qui est un pays protestant et les Russes qui sont orthodoxes. Mais il y a également dans le même secteur, dans le même endroit, vous avez la Turquie qui est musulmane. Ce sont des pays qui se sont toujours frités et à un certain moment, il y a eu deux grandes guerres, donc il fallait arrêter la mort des peuples de ces pays-là. Les États-Unis n'ont pas accepté, n'accepteront jamais le rapprochement de ces quatre religions. Si on prend l'exemple de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, le fait que ces deux pays se rapprochent, c'est-à-dire que c'est le monde sunnite et le monde chiite, arrête de se faire la guerre. Donc la paix est en train de revenir dans la péninsule arabique et au Moyen-Orient. C'est la même chose qui se passe dans dans tout ce secteur-là de la planète. Si la guerre et si les peuples orthodoxes, protestants, musulmans, catholiques arrêtent de se faire la guerre et les gouvernements se rapprochent et investissent, ils commencent à aller vers
des investissements commerciaux, tout ça, ça veut dire qu'il y a une paix qui s'installe. Les États-Unis, c'est des fabricants de guerre et c'est des vendeurs d'armes, déjà. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours contre la paix et ils vont vers des conflits. Quand on regarde bien ce qui se passe dans le monde, l'Inde a un problème avec le Pakistan par rapport au Cachemire. La Chine a un problème avec Taïwan. La Corée du Nord avec la Corée du Sud. Il y avait le conflit entre les Yéménites et les Saoudiens. Le conflit entre l'Algérie et le Maroc. Le conflit, mais ces conflits ne sont créés que par les États-Unis. Ils ne peuvent pas vivre autrement. Donc, pour revenir à cette guerre, qui n'a pas démarré hier, qui a démarré il y a longtemps, pour que les États-Unis puissent devenir un pays hégémonique important et qui domine, il fallait casser 4 empires. L'empire germanique, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman, l'empire russe, de la Russie du tsar. Et également les 2 empires coloniaux, l'empire britannique et l'empire français. Et c'est comme ça que les Américains sont arrivés à dominer la mer Méditerranée, la mer Rouge, et de là, il y a la jonction de l'Indo-Pacifique et de l'Atlantique. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ça, c'est la survie des États-Unis. Les États-Unis se sont faits grâce à des guerres et grâce à des conflits. Donc aujourd'hui, ils accusent les Russes, alors que la population, j'aime pas dire russophone, je connais bien l'histoire de la Russie, mais la population russe dans le Donbass, on n'a pas pu changer la démographie. Mais concernant l'ouest du Donbass, ce sont des territoires que Staline avait récupérés en partie à la Roumanie ou à la Bulgarie même, voire la Moldavie aussi. Il y a une partie de la Moldavie qu'on a donné à l'Ukraine. Donc ça, je dirais, une république qui a été fabriquée par l'Occident. Même Staline, quand après la Deuxième Guerre mondiale, s'il a récupéré des terres, c'était pour protéger un petit peu les territoires russes. Mais en réalité, ça a fait du tort. Les gens qui sont là, les gens qui habitent ces endroits-là, il y a des Polonais aussi, il y a des Lituaniens. Et c'est ces gens-là qu'on retrouve dans les brigades nazies. C'est eux qui sont contre la Russie. Mais le reste, ce sont des populations russes qui ont subi le plus gros scandale que nous avons. Et Russia Today avait fait 2 ou 3 reportages dessus. Après la révolution colorée, la Euromaïdan, il y a eu l'orphelinat du Donbass qui a été fermé et on a transféré un peu plus de 2000 enfants. Et ben la Russie les réclame encore et il y a encore des recherches. Et la personne qui était nommée par les Nations Unies pour les retrouver, et ben c'est carrément ceux qui l'ont employée qui se sont retournés contre elle et ils l'ont chassée de son poste, puisqu'elle a été très loin dans les recherches et elle a découvert que ces enfants ont peut-être servi à des trafics d'organes. Je vous raconte cette histoire que j'ai pris, bien évidemment, je le répète encore, de Russia Today, où il y a eu les familles de ces enfants-là qui ont intervenu et qui les cherchent encore. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a voulu aussi changer la démographie par des massacres. On parle de 14 000 morts. Il y a peut-être plus, parce qu'il y a des disparus aussi. Il y a ceux qu'on a emprisonnés, mais qu'on ne retrouve pas leurs traces. Les Ukrainiens qui ont pris le pouvoir à partir de 2014 ont fait beaucoup d'atrocités. Et là, on ne peut pas parler des droits de l'homme. Si on reprend aussi la Charte des Nations Unies, les droits de l'homme, tout ça, mais qui a fait ça? À quel moment? Ce sont les pays, ceux qui colonisent, c'est les pays qui ont fondé des colonies, qui ont créé tout ça. Donc on va pas attendre que les Anglais ou les Français, voire même les Blancs d'Amérique, qui sont les Américains d'aujourd'hui, qui nous fassent des lois qui vont à notre profit. C'est faux ça. Ils ont mis des lois qui les arrangent, ils ont mis en place une charte qui les arrange, mais qui va
à l'encontre de ce qu'ils ont appelé le tiers-monde. Et le tiers-monde, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est toute l'Afrique confondue. Et en 1948, tous ces pays-là étaient très affaiblis. Ils étaient très affaiblis parce qu'ils étaient soit colonisés, soit ils sortaient de la guerre comme la Russie. Donc les Russes devaient de l'argent aussi. Ça, c'est un chapitre qui est méconnu. À la révolution bolchevique de 1917, les banques américaines ont prêté de l'argent à la Russie, à ce qui est devenu après l'Union soviétique. Et cet argent, c'était jusqu'en 2017 que les Russes devaient rembourser. Donc la Russie que nous avons aujourd'hui, la Russie fédérale, ne pouvait pas agir comme elle voulait puisqu'elle avait des dettes et elle ne pouvait pas non plus sortir de l'euro, du dollar. Les choses ont changé. La Russie a pris des forces. Et puis, à partir du commencement de cette opération spéciale, les Russes ont constaté et remarqué que le monde commence à en avoir marre de cette hégémonie américaine qui nous oblige à commercer avec le dollar, qui augmente les taux d'intérêt, donc il y a des inflations partout, qui pillent les richesses, qui empêchent les pays surtout les pays pétroliers ou les pays de faire fabriquer leur propre carburant, de faire des transformations de leur matière première. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Russes deviennent puissants par l'opinion internationale populaire. Ils sont rejoints par tous ces peuples dans le monde qui veulent s'affranchir. Et puis il y a les États qui rejoignent aussi leur population. Et là, ça permet aux Russes de dénoncer davantage ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer. L'agresseur n'est pas la Russie. L'agresseur, c'est l'Ukraine sous influence américaine ou otanienne, je dirais. C'est ça la réalité de ce qui se passe. Comme tous les génocides qu'il y a eu en Afrique, je remercie mon frère Béanzin de rappeler que l'Afrique a subi des génocides et on ne peut pas compter le nombre de morts. On ne sait même plus compter le nombre de nos morts et ça continue. Donc les Russes ne sont pas des agresseurs, ce sont des agressés et les Russes n'ont fait que se défendre et défendre les populations russes qu'on a données à l'Ukraine, parce que il y a pas des droits de l'homme quand il s'agit d'un peuple. On décide de donner un territoire avec toute la population qui a dessus, sans rien demander à personne. Et les États-Unis, bien évidemment, ne disent rien quand ça les arrange. Mais quand ça ne les arrange pas, eh ben là, ils mettent leur veto et ils demandent des référendums, sachant que si on parle de la Crimée, par exemple, il y a eu un référendum en 1991 et le peuple s'était prononcé pour rester avec la Russie. Et ce référendum, il a été annulé. Là, c'est un exemple que je vous donne. Le Donbass, eux, ils n'ont pas eu le droit de faire un référendum. Ils ont eu le droit d'avoir une révolution colorée. Et suite à cette révolution colorée, on a commencé à les massacrer. C'est ça la réalité. Merci. Linda Larbaoui, on va se tourner à présent vers Adrien Bocquet. Bonsoir à vous, cher monsieur, on espère que votre connexion est meilleure actuellement. Alors, on revient vers vous, vous qui étiez sur le terrain. D'abord, première question, Adrien Bocquet, pourquoi c'est seulement aujourd'hui que cette guerre est médiatisée et pourtant elle dure depuis plus de 8 ans? Faudrait-il attendre le hockey d'une personne pour pouvoir diffuser ou alors parler de quelque chose qui se produit dans le Donbass, du moins la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui se produit ou alors qui se poursuit depuis plus de 8 ans aujourd'hui? Comment comprendre cela qu'on a attendu 8 ans après? On va dire, ce n'est que l'année dernière, on a fêté le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Du moins, ce que certains ont voulu présenter aux populations, c'était en février 2022. Et aujourd'hui, nous sommes à plus d'un an de la médiatisation d'une guerre qui dure quand même depuis plus de 8 ans. À cet âge, l'enfant, il comprend déjà aussi beaucoup de choses, Adrien Bocquet. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs.
J'espère que mes reportages ont pu donc vous plaire. Je voudrais tout d'abord préciser une petite chose aux téléspectateurs, que le reportage n'a pas été donc diffusé dans son intégralité car il y a eu des petits soucis de son, mais à 80% le reportage a été diffusé correctement. Donc j'invite tous les téléspectateurs qui souhaiteraient donc visionner le reportage dans son intégralité à tout simplement aller sur ma chaîne YouTube Adrien Investigation ou tout simplement mon Telegram Adrien Bocquet pour avoir donc l'intégralité de cette investigation. Je tiens également donc à vous préciser, effectivement il y a eu des problèmes de son. Les images que vous êtes en train de voir là actuellement, on était en train d'être attaqué par les Ukrainiens. Donc on a été attaqué plusieurs fois par les Ukrainiens. Vous voyez là, il est en train de tirer. C'est un militaire qui est en train de tirer pour essayer de nous défendre. Et en fait, nous avions donc des Ukrainiens qui étaient en train de nous encercler à l'endroit où nous étions. Et donc on a ce militaire à l'image qui était donc en train de tirer avec une mitrailleuse pour essayer donc de les faire fuir. Donc voilà, il s'est passé certaines choses. Donc pendant le reportage où malheureusement voilà, il y a eu un problème de son, donc vous n'avez pas pu le voir à ce moment-là, et vous pourrez voir vers la fin du reportage sur le terrain, il y a une image qui est fichée avec donc Sergueï Munier qui est debout et vous me voyez légèrement accroupi. Je vais vous expliquer cette image qui est assez particulière. Vous me voyez dans les mains avec une télécommande et un drone, et en fait c'est mon drone, le drone que j'utilise pour le travail, qui nous a en fait servi un petit peu à survivre pendant cette attaque ukrainienne qui a eu lieu sur nous. Grâce à mon drone que j'ai pu faire donc décoller, ça nous a permis de pouvoir voir quel chemin nous avons pu prendre pour en fait partir tout simplement et pas nous faire tirer dessus. Voilà, je voulais vraiment vous préciser un petit peu les conditions de ce tournage qui était donc en première ligne, en plein pendant la guerre. On a même donc été attaqué plusieurs fois. Vous pourrez le voir donc dans la rediffusion de l'investigation totale. Hormis cela, effectivement, c'est une investigation qui relève énormément de choses, énormément de points, et notamment la fameuse doctrine que les Occidentaux et principalement donc les médias français sont en train et continuent de cacher. Donc la première réponse est oui, il y a des Français qui combattent du côté de la Russie et il y en a beaucoup. Ça c'est la première des choses. Et deuxième chose, encore une fois, et je vais le préciser, que ça soit LCI, TF1, tout ce genre de journalistes qui font des affirmations, alors que, comme je le précise plusieurs fois dans le reportage, ces journalistes ne viennent pas. Alors qu'ils pourraient venir dans le Donbass, mais ils ne viennent pas. Tout simplement parce que leur ligne directive leur dit de ne pas y aller, et tout simplement, s'ils venaient, ils verraient la vérité. C'est surtout ça le problème. C'est que si vous venez ici, vous voyez la vérité et vous voyez ce qu'il s'y passe. Pour vous dire un petit peu la grande généralité, LCI aurait fait une investigation sur ce soldat, donc Sergueï Munier, que vous avez sur votre droite, qui est un chef de groupe, militaire très très aguerri, et qu'ils ont accusé ou dit qu'il faisait partie de Wagner. LCI TF1 a affirmé que ce soldat était un soldat de chez Wagner. Et cela est totalement faux. Encore une affirmation et une confirmation qui est totalement faux. C'est-à-dire que ce soldat, effectivement, combat bien du côté russe, mais ne fait absolument pas partie du groupement Wagner. Effectivement, sur lui, et quelquefois, vous pouvez voir des patchs sur lui ou sur son collègue qui représentent plus ou moins certaines choses. Mais en fait, quand vous venez sur le terrain, vous apprenez, ou si vous êtes ancien militaire, il faut comprendre une chose sur les patchs, et je tiens à le préciser pour les téléspectateurs, pour pas qu'ils ne se fassent avoir quand vous regardez un reportage. Ce n'est pas parce que vous regardez un reportage et que vous voyez un militaire avec un patch, que ce militaire appartient au patch qu'il arbore sur son bras ou sur son sac. Tout simplement parce que sur la ligne de front, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, les patchs sont comme des trophées, sont échangés, sont donnés, sont portés par fierté. Mais il n'y a aucune obligation d'appartenir au patch que vous mettez sur votre
vêtements. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les investigateurs donc français, qui je le rappelle ne sont jamais venus sur le terrain comme moi, se permettent d'affirmer, de confirmer que certaines personnes appartiennent à Wagner, à l'armée russe, au Poutine, enfin à différentes choses. Et quand vous leur demandez mais comment vous savez que cette personne appartient par exemple à Wagner, ils vous répondent ah mais parce que il a un patch. Et vous ne pouvez pas confirmer une telle information seulement pour un patch. Je vais vous donner un exemple, je pense qu'il va faire rire beaucoup de personnes. Tout le monde me connaît, tout le monde sait que je suis journaliste et reporter, enfin que je suis principalement reporter de guerre. Je vais vous montrer ça. Ceci est le patch donc de Wagner que tout le monde connaît, d'accord, qui m'a été donné parce que je les côtoie, je parle avec eux, je fais des investigations avec eux. D'accord, vous voyez ce patch? Regardez ce que je fais. Voilà. Je le mets sur moi. Donc, si vous prenez les journalistes français, là, à partir de maintenant, Adrien Bauquet, reporter de guerre, est devenu un combattant pour Wagner. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai un patch sur moi, donc je appartiens à Wagner. Voilà, je voulais vous préciser cette petite chose qui peut énormément désinformer les téléspectateurs, mais surtout, c'est extrêmement grave parce qu'on vient affirmer des choses qui sont fausses, qui ne sont du coup pas confirmées. C'est-à-dire la seule possibilité de confirmer une telle information sur un soldat, c'est de lui demander, éventuellement demander à un chef, par exemple de Wagner, est-ce que cette personne, ce soldat appartient à vos rangs, etc. Enfin, des vraies confirmations, pas seulement un patch que tout le monde peut avoir, que tout le monde peut mettre. Donc ça n'a strictement aucun sens. Et je voulais expliquer ça aux téléspectateurs parce que vous verrez beaucoup de personnes reprend regardez, il a un patch Wagner, donc c'est un Wagner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Beaucoup de personnes portent des patchs Wagner alors par exemple qu'ils sont militaires russes. Et ils ne sont pas du tout de chez Wagner, mais comme ils aiment ce patch, ils le mettent tout simplement. Je terminerai sur ça pour bien comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a un patch que la personne appartient à ce patch, mais encore une fois, il faut être sur le terrain pour avoir le minimum de ses connaissances. Mais c'est quand même très grave et je voulais le souligner parce que ces choses-là sont confirmées, affirmées par des grandes chaînes et je trouve ça extrêmement grave. Pour revenir au reportage, j'espère que ce reportage pourra vous éclairer sur les conditions aussi des militaires, par exemple au niveau de l'armement. Beaucoup de choses ont été dites sur il n'y a pas d'armement, ils sont très mal équipés. Bon, je pense qu'avec avec ce reportage, vous pouvez voir que ces militaires sont extrêmement bien équipés, qu'il y a énormément de munitions. Vous avez vu, j'ai filmé exprès, on va dire les boîtes, les cartons de munitions, de grenades, etc. pour vous montrer à quel point ces militaires du côté russe et du Donbass ne manquent absolument pas de munitions. Bien au contraire, il y en a presque trop. Pour vous dire à quel point, je ne devrais peut-être pas le dire, pendant le reportage, nous avons même vu des caisses de munitions posées sur le bord de la route. Et quand on leur pose la question, on leur dit c'est parce qu'on n'a pas de place pour stocker, nous avons trop de munitions. Donc voilà la réalité, encore une fois tronquée par les Occidentaux et Français. Oui, les Russes sont très très bien équipés. Oui, les Russes ont énormément de stocks, et ça je vous le confirme, et vous pouvez le voir pendant le reportage. Et après, vous avez donc la partie, on va dire, interview avec deux anciens Français qui ont, on va dire, un rapprochement de la France de loin ou de près. Voilà, vous pouvez voir, donc vous avez du côté gauche Prince et à droite donc Sergueï Muni que j'ai pu interviewer. Ça a été très dur, ça a été très très dur parce que ces Français risquent énormément de se montrer comme ça. Que ça soit des problèmes avec les services secrets français ou tout simplement les services secrets ukrainiens, parce que ce sont donc des cibles prioritaires. Prince, que vous avez à votre gauche, est un ingénieur spécialisé dans les drones, principalement les drones aussi kamikazes, et Sergueï Munier est un chef de groupe aguerri. Donc autant vous dire que ce sont des cibles prioritaires donc pour l'armée ukrainienne, mais ils ne mâchent pas leurs mots, ils vous expliquent ce qui se passe et la réalité des choses. Tout à l'heure, vous avez encore parlé donc de ce qu'on appelle des crimes ukrainiens dont on ne parle pas. Il y a encore 3 jours, donc vendredi dernier, vous pourrez voir encore sur ma chaîne Telegram, il y a eu une attaque à Donetsk, donc dans le centre-ville, une attaque
terrible. Je rappelle, Donetsk est une ville du Donbass, l'une des plus grandes. C'est un centre-ville qui est à plus de 35 km de la ligne de front. Dans ce centre-ville, il n'y a pas de caserne, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de chars, il n'y a pas de tanks, il n'y a pas de missiles. Il y a simplement des civils qui vivent. Il y a eu une attaque terrifiante vendredi. Pourquoi je vous en parle? Parce que le procureur de la République m'a réquisitionné en tant qu'expert balistique, parce que je suis également expert balistique, et je suis arrivé dans une rue avec un bus qui avait brûlé, et à l'intérieur de ce bus se trouvait une petite fille de 7 ans et 6 autres personnes, dont des professeurs. Cette petite fille de 7 ans a brûlé vif dans le bus avec les 6 autres personnes dans le bus. Dû à quoi? Dû à une roquette, donc c'est un petit missile de l'OTAN, donc encore des armes de l'OTAN qui a été donc envoyé par l'armée ukrainienne en plein dans un centre-ville et qui a fait donc exploser et brûler cet autobus. Et malheureusement cet autobus s'est embrasé immédiatement et cette petite fille de 7 ans et ces 6 autres personnes ont brûlé vivants dans ce bus. Voilà ce qui se passe actuellement et les crimes continuent. Encore une fois, et c'est, excusez-moi, je dois normalement ne pas prendre parti, mais il y a des choses, je reste père de famille, je reste humain, et quand vous voyez un centre-ville qui est dépourvu d'armée, qui reçoit des missiles et qui brûle des gens vivants dans des bus, ce n'est même plus un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Et effectivement, on peut s'apercevoir que ces armes qui ont servi donc à brûler des enfants, des mamans et des mamies dans un bus vendredi, c'était donc des armes de l'OTAN. Voilà, des armes que la France, que l'Allemagne a données à l'armée ukrainienne et que l'armée ukrainienne a utilisées vendredi pour tuer des civils, clairement. Au total, il y a eu donc 11 morts et 26 blessés civils dans cette attaque du centre-ville. Et ce qui est extrêmement grave, et je tiens à le souligner, ce qui est inadmissible, les journaux occidentaux et français n'en ont absolument pas parlé. Nous parlons de 11 morts civiles, de 26 blessés, dont une petite fille de 7 ans qui a brûlé vif dans un autobus pratiquement scolaire, et personne n'en parle. Visiblement, les médias ne jugent pas intéressant de parler de ces crimes abominables. Par contre, quand vous avez un accident, un crime du côté ukrainien très léger, qui est peut-être quand même légitime, par exemple, il y a 2 semaines, il y a eu 2 blessés lors d'un bombardement en Ukraine. Sur les 7 chaînes françaises, 5 chaînes sur les 7 ont parlé de ces 2 blessés. Vendredi, on a 11 morts et 26 blessés civils. Personne n'en a parlé. Donc encore une fois, on a un traitement de l'information qui n'est pas égal, qui n'est pas normal. Je suis ici justement pour montrer ce qui se passe. Ce que je viens de vous dire, ce sont bien donc des civils qui ont été attaqués, tués et brûlés vifs, et on n'en parle pas. Et vous allez me dire, mais pourquoi on n'en parle pas? Pour 2 raisons. Première raison, parce que ce sont les armes françaises, occidentales ou américaines qui sont utilisées pour tuer ces civils. Donc, la France, par exemple, les médias français ne peuvent pas expliquer à la population française que des armes que la France a données viennent d'être utilisées pour tuer et brûler vifs des enfants et des femmes dans un bus. Voilà pourquoi ils n'en parlent pas. Et deuxièmement, ils ne veulent pas non plus montrer que l'armée ukrainienne attaque des centres-villes avec l'argent et les armes que la France ou les Occidents ont pu donner. Ce qui, je rappelle, est en train d'appauvrir la grande majorité des Français actuellement qui sont dans les rues, que ce soit pour cette loi retraite, mais ils ne sont pas que dans les rues pour cette loi retraite, parce que tout a augmenté, tout a augmenté. Il suffit de regarder, la France a donné 2 milliards, déclaré 2 milliards d'euros à l'Ukraine. Ça, c'était les chiffres d'il y a 6 mois. Donc je pense qu'on a dû dépasser actuellement les 3 milliards. Ces 3 milliards auraient pu être investis justement dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, etc., etc. Donc moi, je comprends la colère des Français. Je voudrais leur montrer que je fais un travail pour leur montrer ce qu'on leur cache. Et voilà. Et heureusement, ici, sur cette chaîne panafricaine, nous pouvons parler. Je suis très fier d'avoir réalisé ce reportage en exclusivité donc pour Afrique Média, parce que je suis donc maintenant officiellement
donc reporter et correspondant international pour Afrique Média. Donc je suis très fier d'avoir fait ce reportage qui a été extrêmement dangereux à réaliser, mais je pense nécessaire pour montrer aux panafricains surtout la réalité des choses, comme je vous l'ai dit, l'armement, les munitions, les Français qui sont sur place, tous les détails que je viens de vous mettre. Je pense que les panafricains et les Africains ne sont pas bêtes. Ils commencent à comprendre également ce qu'il se passe. Et je les remercie. Et n'oubliez pas que c'est en me suivant, c'est en partageant ces reportages que je peux effectuer avec Afrique Média. Il faut les partager un maximum pour montrer à un maximum de la population internationale ce qu'il se passe, mais surtout les vérités. Je viens encore de vous donner un exemple simple avec les patchs. Voilà, que les médias mythos, on va les appeler comme ça, les médias mythos français utilisent. Bon, vous avez un patch, donc vous appartenez à Wagner, et ils affirment, c'est tout à fait scandaleux d'affirmer ce genre de choses. Moi, encore une fois, bon, ça fait 1 an qu'on dit que je suis un menteur, sauf que ça fait 1 an que moi je suis sur le terrain et je montre les vidéos. Donc si vous voulez, ne m'écoutez pas, mais regardez les vidéos sont telles quelles, les reportages sont tels quels, il suffit de regarder pour se faire un avis et comprendre ce qu'il se passe dans le Donbass. Je vous remercie beaucoup, surtout n'hésitez pas, donc je le répète, à venir sur la chaîne YouTube Adrien Investigation ou sur le Telegram, vous tapez juste Adrien Bocquet, vous allez tomber sur mon Telegram et vous aurez tous les reportages dans son intégralité. Merci donc à Afrique Média de me faire confiance pour mon travail. Vous ne partez Merci pas, Adrien Bocquet. On poursuit l'émission. Non, je reste ici. On poursuit. Ok, on poursuit l'émission avec vous. Au moins, ça c'est une réaction, alors une véritable réponse à vos détracteurs, à ceux-là qui vous vilipendent et vous traitent de menteurs. Vous étiez sur le terrain. Du moins, vous l'avez dit, les téléspectateurs ne sont pas dupes, du moins ceux qui vous suivent, même sur votre page YouTube. On rappelle, Adrien Investigation, pour pouvoir donc regarder toutes ces vidéos, pour comprendre véritablement le conflit opposant la Russie à l'Ukraine. Grâce à vous, nous avons donc eu des images inédites. Et donc, les téléspectateurs, ils sont nombreux à vouloir appeler. On rappelle que c'est à partir de 18h49 que vous pourrez donc nous appeler. Pour l'instant, nous profitons encore de quelques mots d'Adrien Bocquet. Alors, Adrien Bocquet, l'Europe qui offre donc des armes aux nazis, il faudra le dire ainsi, mais c'est cruel quand même de vouloir pouvoir faire une telle mise en scène pour accuser certainement la Russie d'exactions du côté de l'Ukraine, et pourtant ce sont même ces Ukrainiens-là qui offrent les populations au canon. Exactement. Depuis que je suis arrivé, depuis 1 an dans le Donbass, je n'arrête pas d'entendre, c'est la Russie qui bombarde le Donbass. C'est d'un ridicule. Il suffit de regarder, donc ça voudrait dire que la Russie tue ses propres femmes, ses propres enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, la population du Donbass sont une population ukrainienne à la base. Cette population ukrainienne du Donbass ont choisi, c'est-à-dire qu'il y a eu des référendums. Cette population a choisi, on va dire que leur région soit annexée et maintenant appartiennent à la Russie. Elles ont choisi, il faut respecter. Ça, c'est premièrement, il faut respecter leur choix. Donc, malgré qu'il y ait eu cette annexion, donc officiellement pour la Russie, le Donbass donc appartient à la Russie, donc les terres du Donbass maintenant officiellement appartiennent à la Russie. Ça voudrait dire que les Russes bombardent et attaquent leurs propres terres, leur propre population ancienne ou nouvelle. Ça n'a aucun sens, Il suffit de voir, si vous voulez, les images. Je vais vous donner un exemple très simple. Regardez mon Telegram, je le rappelle, Adrien Bocquet, car je suis reporter de guerre, mais je suis aussi expert balistique. Et je suis expert balistique officiel, je vous le montre parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Voilà ma carte officielle d'expert balistique du gouvernement, d'accord, et je viens identifier avec d'autres experts les armes quand des bombardements, etc. viennent d'arriver. Je vous donne un exemple, comme vendredi, le bus venait, donc l'attaque venait avoir lieu il y a 17 minutes. J'arrive sur les lieux, le bus vient d'être éteint par les pompiers, il est encore fumant, et nous avons donc un petit cratère, des morceaux
donc de roquettes, un petit peu partout, etc. D'accord? L'attaque a eu lieu, je répète, il y a 17 minutes. Donc nous arrivons, je filme immédiatement. Je filme à chaque fois mon arrivée sur les lieux et pour montrer donc le morceau que je viens de trouver. Il y a même certaines vidéos, vous pourrez le voir, hein, où je suis obligé de creuser. Je creuse dans le goudron quelques minutes et je sors des morceaux, des fois des morceaux d'obus brûlants. Hein. Je suis obligé de mettre des gants tellement que c'est encore chaud. Et cela vous montre, si vous voulez, l'instant T de la chose. C'est-à-dire que vous voyez que la chose vient d'arriver, je viens de sortir un morceau, tout est filmé, et je montre immédiatement donc les origines de ce morceau de roquette, de ce morceau d'obus, que ça soit un obus français, que ça soit une roquette tchèque, européenne, ou un obus américain. Donc, je montre ceci, je vous montre les caractéristiques, et des fois, nous retrouvons même des inscriptions en français, voire même des numéros de série, que certains vous pouvez vérifier sur Internet, et que vous retrouvez comme des numéros de lot français qui ont été donnés à l'Ukraine, etc. Tout ça pour vous expliquer comment peut-on encore aujourd'hui accuser la Russie d'attaquer, entre guillemets, leur propre nouvelle terre, hein, et leur propre population ancienne ou nouvelle, alors que quand nous arrivons sur place, nous constatons que ce sont des armes occidentales ou américaines, et pour certaines, donc des lots bien précis qui ont été donnés, par exemple, il y a un mois à l'Ukraine, etc., etc. C'est-à-dire que même, et grâce à l'identification, voilà, comme vous pouvez voir sur la photo, donc ça c'est un morceau de roquette, là, d'ailleurs ça c'est une roquette tchèque, donc une roquette européenne de nouvelle génération, avec des fragments, ce qu'on appelle des fragmentations. Quand elle vient exploser, il y a plein de fragments, des milliers de fragments qui vont un petit peu partout et qui tuent un petit peu tout le monde. Ces roquettes-là, vous pouvez les identifier tout de suite, et je vous aide avec mes vidéos à vous montrer, voilà, à quelle origine appartient, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'au mois de septembre, on a essayé de m'assassiner parce que j'identifiais et que j'étais le nouvel expert, on va dire, occidental du Donbass. Et c'est pour cela qu'on a essayé donc de m'assassiner fin septembre. Voilà, donc comment encore aujourd'hui on peut encore continuer de dire que ce sont les Russes qui attaquent leur propre population, alors que sur le terrain, nous pouvons constater que ce sont bien des armes françaises, allemandes, américaines ou occidentales qui sont utilisées. Les preuves sont là, c'est-à-dire que les preuves matérielles, on ne peut pas les tronquer, on ne peut pas les fabriquer. C'est comme ça, donc encore une fois, leur meilleur moyen pour... Alors, excusez-moi, je coupe le bus que vous voyez là, donc c'est ce fameux bus de vendredi où malheureusement, donc vous avez une petite fille de 7 ans et 6 autres personnes sont décédées. Les images un petit peu orange que vous pouvez voir sur l'image, donc sont les corps, hein, sont les corps calcinés dans le bus. Voilà, hein, j'avais fait assez court pour pas qu'on voie trop parce que les images... Bon voilà, vous avez les images en direct, hein, attention s'il y a des enfants qui nous regardent actuellement, parce que les images sont assez compliquées. Donc je reviens par rapport à ces attaques-là. Vous voyez cette attaque du bus, comment vous pouvez justifier une telle attaque? C'est un bus, la moitié du bus c'était des professeurs et des élèves. Vous êtes dans un centre-ville, comme je le répète, il n'y a pas de caserne, il n'y a pas de militaire, et vous avez une roquette européenne qui arrive et qui explose et qui enflamme ce bus et qui tue, en l'occurrence ce bus, donc une enfant de 7 ans et 6 adultes. Vous ne pouvez pas justifier une telle attaque. C'est un crime contre l'humanité. Donc vous me voyez, hein, sur l'image en train d'effectuer donc des expertises pour le procureur du Donbass. C'est tout à fait abominable. Mais ces expertises sont cruciales pour justement prouver que les armes qui ont été utilisées pour ces crimes sont des armes occidentales, américaines, allemandes, etc. Donc je terminerai sur ça. Bien sûr, hein, et encore une fois, je le répète, quand vous entendez que c'est la Russie qui tuerait, qui attaquerait eux-mêmes le Donbass, ça n'a aucun sens parce que premièrement, vous avez la preuve maintenant aujourd'hui que les armes qui sont utilisées dans le Donbass sont des armes occidentales ou américaines, avec toutes les preuves, hein, comme je vous l'ai dit, des numéros de lot, les caractéristiques, tout est là. Donc, forcément, il y a aussi donc cette ligne directive occidentale et française de ne surtout pas montrer ce qu'il se passe dans le Donbass. Et je vais poser une question de réflexion à tous les téléspectateurs. Si la Russie donc attaquerait depuis un an et peut-être plus longtemps le Donbass, donc
leur propre nouvelle civilisation et leur propre nouvelle terre depuis l'annexion. Donc, il paraît que, vu que les Occidentaux disent que ce sont les Russes qui attaquent leur propre terre, mais alors pourquoi ils ne médiatisent pas les attaques? Pourquoi ces attaques ne sont pas médiatisées? Si ce sont les Russes qui attaquent justement cette population du Donbass, le fait de médiatiser ces attaques, ça viendrait du coup faire du mal à la Russie, ça viendrait vraiment causer du tort à la Russie de montrer par exemple des bombes russes qui atterrissent dans le Donbass et qui tuent la civilisation du Donbass. Pourquoi les médias ne traitent pas les attaques du Donbass? Si ce sont des attaques russes, dans la logique, diffusez-les, justement, montrez que la Russie est en train d'attaquer le Donbass. Voilà, je pense que là, vous avez une réflexion. Pourquoi les médias ne montrent pas les attaques du Donbass? Je pense que c'est très clair, pour tout simplement pas que vous puissiez vous rendre compte que la Russie n'a strictement et n'a jamais eu rien à voir avec ces attaques du Donbass. Donc encore une fois, c'est une manipulation médiatique pour ne pas vous montrer et vous prouver que c'est bien l'armée ukrainienne qui attaque le Donbass. Voilà, je pense que là, je vous ai posé une bonne réflexion. Si la Russie, je le répète, si la Russie donc attaquerait et attaque le Donbass, pourquoi ne pas le montrer? Au contraire. Adrien Bocquet, reporter de guerre, grâce à qui nous avons donc les images, nous touchons la réalité, lui qui est bien sûr nos yeux et nos oreilles du côté du Donbass. Il est au cœur, Afrique Média via son correspondant, à travers son correspondant qui est au cœur de la bataille ukraino-russe. Et donc vous avez vu les images, elles sont effroyables, elles font froid au dos, avec des personnes qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent ainsi calcinées. Les images qui datent de vendredi dernier, des images qui n'ont pas été publiées sur la toile, mais qui viennent donc d'être dévoilées par notre correspondant sur le terrain, Adrien Bocquet. On va donner la parole à notre intervenant. Il s'agit de Gamal Abina, géopoliticien. Bonsoir à vous, cher monsieur. Certainement, vous avez vu aussi les images. On parlait à des images effroyables de vendredi dernier. Et donc, selon Adrien Bocquet, certes, l'Ukraine est en guerre avec la Russie, mais quand il va sur le terrain, lui qui espère balistique, il se rend compte que les balles qui sont utilisées sur le terrain n'appartiennent pas à la Russie, contrairement à ce qui est médiatisé, contrairement à ce qui est publié. Ce sont des balles européennes, notamment françaises et allemandes, et on veut faire croire donc à la population, aux téléspectateurs, du moins au public du monde entier, que ce sont les militaires russes qui offrent donc les populations au canon. Et voilà donc les reportages et les images telles que publiées par Adrien Bocquet qui démontrent le contraire. Alors, comment comprendre cela, Gamal Abina, que ces populations décident elles-mêmes, que ces militaires décident eux-mêmes de tuer voilà, leurs propres citoyens afin de faire croire au monde entier que ce sont des actes perpétrés par l'armée russe. Bonsoir à vous, une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. Donc oui, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est dans une guerre effectivement à la fois une guerre physique avec des armements lourds qui sont déployés sur le territoire, une offensive très lourde qui a été lancée par la Russie pour laquelle ils ont reculé volontairement pour effectivement ne pas impacter trop la population, puisque les Russes considèrent que l'Ukraine, ça reste un peuple simple comme eux et que ce sont des frères. Et il n'en demeure pas moins que dans cette guerre de l'image, dans cette guerre d'information, la propagande joue pour beaucoup. Alors, de dire que les Russes tueraient les positions dans lesquelles ils sont, enfin, tueraient des populations des positions dans lesquelles ils sont, ça paraît hautement improbable. Mais encore une fois, les Ukrainiens en sont capables aussi, on sait très bien, c'est pas un problème. Dans une guerre, l'information, la communication et l'image a du sens. Alors, quelles sont les armes qui tuent, ça c'est un autre débat, parce qu'évidemment, il faut une expertise sur le terrain que je n'ai pas. Une chose est certaine, c'est que dans cette guerre d'information, on l'a vu avec l'affaire de Boutcha, le but est de décrédibiliser l'adversaire et de faire croire qu'il est plus barbare que soi-même. Alors, on se souvient que dès le départ de la guerre, il y avait une fameuse milice Azov
Donc c'est des milices néo-nazis qui étaient ouvertement néo-nazis avec tout un symbolique du Troisième Reich avec des slogans extrêmement racistes et extrêmement dangereux. Eh bien, ces milices néo-nazis ont été cachées par l'Occident pour dire que finalement l'Ukraine se défendait indépendamment de cette minorité. Quoi qu'il en soit, du côté russe, on disait que cette minorité était le problème. Aujourd'hui, la question des populations civiles qui ne sont pas épargnées par la guerre et pour lesquelles il semble que les Russes proposaient tout le temps des corridors humanitaires pour les faire partir, et bien cette question se pose avec acuité parce que l'intérêt des Ukrainiens, c'est précisément de conserver les populations sur place pour limiter la casse. Bon, aujourd'hui, on voit bien que l'accélération de la guerre, que des destructions massives de villes, c'est une conséquence directe d'une résistance ukrainienne, conduisent forcément à des dégâts qu'on va appeler collatéraux, comme on le dit en Irak, mais qui sont en réalité des morts de civils. Qui tue qui, ça c'est un autre débat. Je pense que les choses sont très claires. On est dans une guerre. Il y a toujours des morts de chaque côté. Et l'intérêt des uns n'est pas l'intérêt des autres. C'est-à-dire que les Ukrainiens se positionnent comme des victimes des Russes en disant que les Russes sont des barbares, ça sert leur propagande. Que les Russes tuent des populations civiles sans aucun intérêt stratégique, ça dessert leur propagande et leur visée. Donc il est difficile de croire que les Russes fassent cela, c'est évident, même s'il peut y avoir des morts parallèlement, ça arrive toujours. Mais l'intention criminelle, à savoir tuer des gens qui n'ont pas d'armes, tuer des civils qui ne sont pas défendus, me paraît moins intéressant pour les Russes que pour les Ukrainiens. Le but des Ukrainiens serait de donner le sentiment que la Russie est un pays criminel, donc c'est un intérêt pour eux, ça profite bien, ça leur profite le crime. Du côté russe, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Et j'en veux pour preuve un exemple très concret. En 91 en Irak, quand l'Irak envahit le territoire qui est sa province à l'origine, qui est donc le Koweït, qui était détaché de l'Irak par les Anglais, eh bien les Irakiens arrivent à Koweït City et on invente une histoire fumeuse selon laquelle les soldats irakiens auraient tué de façon barbare des enfants qui étaient dans des couveuses. C'est une histoire qui était pour remporter l'opinion internationale et surtout l'opinion américaine, pour donner le sentiment qu'il y avait d'un côté les barbares irakiens et de l'autre côté les victimes koweïtiennes. Sauf que dès le départ, quand on a sorti cette information, dès le départ, j'ai immédiatement mis tout de suite les doutes là-dessus en disant quel intérêt ont des soldats irakiens de tuer des gens qui sont de leur propre population, puisque les Koweïtiens sont arabes comme eux et irakiens comme eux. Quel intérêt ont-ils de faire ça et de laisser fuiter ça? Quel intérêt de tuer les bébés? Est-ce que militairement ça a un intérêt? Est-ce que ça grandit l'image de l'armée irakienne? Ça n'en avait pas. Par contre, ça a servi la propagande koweïtienne pour détruire l'Irak. Donc on peut penser la même chose entre la Russie et l'Ukraine. L'intérêt des Russes de tuer les populations civiles n'existe pas, puisqu'ils n'ont pas bombardé depuis le début massivement, alors ils ont pu le faire sur Kiev, je le rappelle. Kiev était une cible prioritaire, ça n'a pas été le cas. Et de l'autre côté, les Ukrainiens ont tout intérêt à montrer que les Russes sont des barbares pour monter la sympathie vis-à-vis de l'Occident et faire en sorte qu'ils reçoivent ce qu'ils réclament comme les mendiants aujourd'hui, des armes lourdes, des avions de combat et une intervention peut-être militaire directe de la part de l'Occident. Donc l'Ukraine a beau jeu de jouer ça. Bon, il est difficile de croire que les Russes fassent ça. Ça n'écarte pas la possibilité qu'il y ait eu des bavures ou que quelques soldats russes égarés se comportent comme des sauvages comme dans toutes les guerres. Mais de façon systémique et massive, je n'y crois pas une seconde. Maintenant, seul l'avenir nous le dira. On sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs et il est probable que les Ukrainiens soient défaits dans ce conflit, malheureusement pour la population qui en paye un lourd tribut. Mais dans les faits, l'histoire s'est écrite par ceux qui vont effectivement la documenter et faire des enquêtes. On rappelle aux téléspectateurs que les standards sont ouverts. Ils peuvent déjà donc nous appeler, pour ceux qui ont essayé de nous appeler il y a quelques instants, pour s'exprimer sur le sujet concernant les crimes de guerre perpétrés du côté de l'Ukraine par des soldats ukrainiens en personne, alors que Adrien Bocquet parle des militaires d'Azov. Alors on va rentrer vers Linda Larbaoui. Parlons justement de ces militaires. Pensez-vous véritablement que leur idéologie soit soutenue par le président Volodymyr Zelensky, et aussi compte tenu de la situation que, selon vous, est-ce que le président ukrainien peut-il se passer de ces combattants-là, ceux bien sûr qui tuent les civils dans le but de faire croire au monde entier que ce sont les Russes qui sont derrière ces meurtres, ou alors ce qui se passe actuellement du côté de l'Ukraine? Je vous ai envoyé tout à l'heure un article écrit par le docteur Ahmed Ben Saada en 2014. Et il parle d'Euromaïdan et de cette révolution colorée, et qui prédisait tout ce qui se passe depuis un an.
Zelensky, s'il a été mis au pouvoir, c'est pour servir un agenda étranger, un agenda américain. Il n'a pas été mis au pouvoir pour servir la Russie ou le peuple ukrainien, voire les Russes de l'Ukraine. Il a été servi il a été mis en place pour servir le fils Biden. Il a été mis au pouvoir pour servir Biden. D'ailleurs, on nous a bien expliqué, plusieurs intervenants dans le monde, notamment des Russes, voire même des Américains, que l'Ukraine est surendettée, que l'Ukraine est vendue, que tout ce que la Russie vient de récupérer là à Mariupol ou autre, tout a été vendu, les terres agricoles vendues. Donc Zelensky, on l'a mis au pouvoir bien pour ça. Il faut bien qu'il justifie aujourd'hui sa présence en disant que les Russes tuent, mais en vérité non, c'est les Ukrainiens qui tuent. Quand on voit les nazis, ceux que les Russes appellent les nouveaux nazis, ceux qui sont alliés au groupe Bandera et compagnie, ils ont commencé à être entraînés depuis 2014. On est en train de les former. On les a pas formés pour qu'ils soient gentils ou pour qu'ils distribuent de l'eau ou du pain aux ressortissants russes, voire ukrainiens. Ils ont été formés pour tuer. C'est ça. On a vu des images de soldats russes que quand ils ont été arrêtés, on les a exécutés avec des balles dans la tête, direct sur les réseaux sociaux. Donc ces gens-là ont été formés pour tuer. Ils ont été formés aussi pour ne pas se rendre, parce que c'est des jusqu'au-boutistes. Et Zelensky avec eux, on voit bien le comportement de Zelensky. Il a détruit son pays. Il aurait pu négocier dès le départ. Et à la limite, je dirais, cette guerre n'aurait pas eu lieu si Zelensky avait fait le nécessaire avec les accords de Minsk. Mais le but, et Merkel nous l'a bien expliqué, le but c'était de donner à l'Ukraine, donc à Zelensky et son armée et ses milices, de prendre du pouvoir, de s'armer et puis de pouvoir faire face à la Russie et à aller même ce que Poutine nous a expliqué lors de son première intervention le 25 février de l'année dernière, c'est que les Ukrainiens comptaient attaquer au mois de mars, voire au mois d'avril au plus tard, et les Russes les ont précédés. Celui qui frappe le premier a gagné. Normalement, c'est ça dans une guerre. Donc, Zelensky est bien coupable et responsable de ce qui se passe dans son pays. Il l'a bradé, il l'a surendetté, il a entraîné des groupes néo-nazis. Leur base arrière est au Canada. Il y a une forte communauté ukrainienne au Canada. Une bonne partie du groupe. Monsieur Adrien est sur place, il nous fait des petits reportages sympathiques qui nous donnent une bonne partie de la vérité. Donc les Azov et les Zelensky et tout ça, ils peuvent pas nous faire gober ce qu'ils nous ont fait croire avec tous les conflits qu'il y a eu dans le monde. Monsieur Abina nous a rappelé une histoire. Il y a aussi la Roumanie avec Ceausescu. Il y a la Yougoslavie. J'étais en Serbie quand il y a eu les bombardements. C'était surprenant et c'était horrible. Et là, on n'a pas fait, les Américains n'ont pas fait dans la édition spéciale. Bonsoir à vous, cher monsieur ou dame. Vous êtes en direct. Avant de revenir vers Linda Larbaoui, on va prendre ce premier intervenant. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Je souhaite... Je peux intervenir? Allez-y, on vous écoute. Oui, donc c'est par rapport au sujet de l'Ukraine. Donc, nous disons que l'Ukraine, Zelensky est ennemi de son propre peuple, parce que à l'heure actuelle, tous les promesses qui ont été faites à Zelensky n'ont jamais pu tenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce monsieur devait chercher juste le moyen de négocier avec la Russie pour éviter autant de morts, autant de dégâts.
qu'un président de la République qui est censé protéger son peuple continue à amasser autant des armes? Tous les jours, on parle des armes, les armes. Tu as l'impression que c'est des gâteaux et qu'on envoie aux Ukrainiens, en fait. Des pères de famille comme Biden, continuent à amasser des armes, les armes. On ne peut pas trouver une solution pour éviter autant de morts. C'est vraiment désolant ce qui se passe à l'Ukraine. Franchement, les Européens nous déçoivent. Tout le temps, partout c'est la guerre. Il n'y a que eux qui doivent amener la guerre sous terre. J'ai l'impression que la terre est conçue pour eux. Rien que pour eux, les autres n'ont droit à rien que la mort et la désolation. Mais chaque chose a son temps. Ils paieront tous ceux qui sont en train de peupler l'humanité du monde. Qu'ils soient ukrainiens, maliens, nigériens, tous ces peuples qui subissent, nous allons tous partir de la terre. Qu'ils soient Biden, qu'ils soient qui que ce soit, nous allons tous mourir. Et chacun va répondre de ses responsabilités. C'est incroyable ce qui se passe en Ukraine. Merci beaucoup, madame. Allez, bonne soirée. De cette édition spéciale concernant les crimes de guerre sur l'humanité. Voilà, les crimes de guerre en Ukraine, pas bien sûr les combattants et militaires ukrainiens. Vous êtes en direct de la télévision panafricaine pour cette édition spéciale. On parle bien sûr des crimes perpétrés par l'armée ukrainienne sur des civils. Et donc depuis nous parlons à travers des vidéos, la preuve véritablement de ces exactions faites sur les populations ukrainiennes par leurs propres armées. Avec nous, Adrien Bouquet, Linda Larbaoui et bien sûr Gamal Abina. On revient vers vous, Gamal Abina, après avoir suivi religieusement Linda Larbaoui. Alors, selon vous, concernant le fait que bien sûr, ces exactions sur les populations sont faites par les militaires ukrainiens. Pensez-vous que le président partage cette idéologie et aussi peut-il se passer de ces combattants accusés voilà, de tirer et de tuer les populations ukrainiennes? Déjà, il faut se rappeler quand même que cette fameuse milice Azov, cette brigade Azov, a été quasiment liquidée très, très rapidement pendant le début de la guerre. Il y a d'autres milices d'extrême droite, mais le plus important, c'était donc ce bataillon Azov. Il a été liquidé dans l'usine d'Azovstal. Donc, c'est plus tellement eux qui sont à la manœuvre, il y en a d'autres, évidemment, comme je disais. Est-ce que le président ukrainien est informé de cela? Il est peut-être informé de cela ou pas, d'ailleurs, c'est pas très important. Ce qui est certain, c'est qu'il laisse faire et qu'il utilise ses forces pour renforcer sa position. Tout le monde y va de sa propagande, on l'a bien compris. Mais je pense qu'aujourd'hui, et je le déplore depuis le début, les principales victimes dans cette guerre, en dehors des soldats qui meurent, évidemment, c'est les populations civiles ukrainiennes. La guerre se passe en Ukraine, ne se fait qu'avec des Ukrainiens. Les gens qui meurent ne sont pas ukrainiens. Les destructions sont ukrainiennes. Le pays est surendetté aujourd'hui parce que les armes n'ont pas été offertes mais vendues. Et la dette de reconstruction va être aussi abyssale. Donc tous ces éléments constitutifs conduisent à dire que la guerre est un bon business pour les uns et évidemment une mauvaise affaire pour les perdants. Et que malheureusement l'Ukraine fera partie de ce corps, on dira, de ce qui restera de cet État ukrainien, 80% du territoire, qui sera littéralement jeté au bras des financiers et de ceux qui prétendent reconstruire l'Ukraine à bon prix. Donc c'est un pays qui va être endetté au moins pour 50 ou 100 ans, qui ne pourra pas avoir beaucoup de solutions et qui, au sortir de cette guerre, sortira exsangue. Avec d'ailleurs un article récent qui est sorti, je tiens à le rappeler, au Parisien, qui annonce déjà, alors il y a un tournant dans la presse occidentale, qui commence à annoncer l'état réel psychologique des Ukrainiens, savoir que les jeunes ne veulent pas faire la guerre parce qu'on les envoie comme de la chair à canon, parce qu'on les envoie sans préparation face à des Russes qui sont quand même bien aguerris. Je parle donc des différents corps d'armées russes privées qui sont des soldats professionnels, qui font un travail en étant bien entraînés, contrairement aux Ukrainiens qui ne font la guerre à personne depuis qu'ils existent. Puis deuxième approche, c'est important de le rappeler, c'est que dans cet article du Parisien, ils expliquaient que non seulement on envoyait les Ukrainiens comme de la chair à canon sans espoir d'y arriver, que maintenant on rafle les jeunes dans les rues de Kiev pour pouvoir, donc c'est le Parisien, je parle bien d'un article du Parisien, ce n'est pas un article que par les Russes, qu'on rafle les jeunes pour les embarquer dans la guerre alors qu'ils n'en veulent pas, qu'il y a une organisation qui est mise en place pour qu'ils puissent être exfiltrés du territoire ukrainien dans le but de ne pas être embarqués dans cette guerre inutile pour lesquelles ils savent qu'il n'y a aucun espoir, et surtout que le moral ukrainien est complètement en berne. Ils se rendent bien compte qu'ils n'avancent pas, qu'ils reculent, que pour récupérer le territoire conquis par les Russes, c'est quasiment au domaine du rêve, puisqu'il n'y a aucun recul contrairement à ce qui a été raconté, que la contre-offensive qui
qui est une obsession ukrainienne, n'arrivera pas. Je rappelle quand même que l'année dernière, M. Zelensky avait annoncé 1 million d'hommes au combat, ce qui n'a jamais été atteint évidemment, mais en revanche, il a perdu plus de 100 000 hommes au combat dans des offensives extrêmement coûteuses en vie humaine. Donc les Ukrainiens aujourd'hui, dans le Parisien, c'est le Parisien qui parle, comme je le disais, commencent à expliquer qu'il y a un vent qui tourne. On entend parler de fuites américaines sur les informations qui disent que la guerre est perdue. On entend beaucoup d'informations comme ça qui sont plutôt plus contradictoires. On entend surtout que Zelensky passe son temps à mendier des armes et que les Occidentaux lui donnent au compte-gouttes. Les Français ont donné quelques chars AMX qui auraient dû finir la casse. Ils ne donnent pas de chars Leclerc. Les Allemands ont refusé de donner les fameux chars Léopard parce que c'est des chars extrêmement coûteux à la construction et surtout qui étaient pas destinés à partir de l'Ukraine, à protéger le territoire allemand. Les Polonais sont les plus en avance sur ces questions de guerre puisqu'ils n'ont pas hésité à envoyer des chars. On se rappelle la Seconde Guerre mondiale, mais surtout, aujourd'hui, les Polonais se plaignent de la présence de produits ukrainiens agricoles. Donc, à la fois, on joue le jeu de la guerre et en même temps, on joue le jeu du boycott de l'Ukraine. C'est pour dire que l'Ukraine est bien isolée aujourd'hui, que la population civile paie un très lourd tribut inutile, et que les Chinois, qui ont fait leur proposition de vos offices pour régler le conflit ukrainien, comme ils ont réussi à régler le conflit entre l'Iran et l'Arabie, eh bien, les Chinois commencent à être entendus par Zelensky, qui n'a pas hésité à appeler Xi Jinping pour essayer de trouver un terrain d'accord. Donc il est possible que la guerre s'arrête avec une négociation qui viendrait de la partie chinoise, que 20% du territoire ukrainien annexé par la Russie reste russe, qu'évidemment la Crimée et Sébastopol resteront russes, ça c'est évident, et que l'Ukraine sera bien contente de sortir de cette guerre exsangue sans perdre la totalité de son territoire, parce que, encore une fois, n'oublions pas que les Polonais ont des visées sur le nord de l'Ukraine, que les pays de l'Est en général, qui frontaliers de l'Ukraine, ont un intérêt aussi régional, et que l'Ukraine, qui était une fabrication comme le Maillard d'États, que ce soit la Bulgarie ou la Pologne, d'États de plusieurs populations qui viennent de ces pays, pourraient être intéressés pour récupérer ces territoires qui ont été amputés en 1945. Mais ça, c'est des réalités qui malheureusement dépassent complètement la population ukrainienne, qui aujourd'hui vit au jour le jour avec des jeunes de 18 à 60 ans. Quand je parle de jeunes de population de 18 à 60 ans en âge de combattre, qui sont appelés de force sous les drapeaux pour aller se battre pour une cause perdue d'avance. Donc l'Ukraine va perdre sur deux fronts, elle va perdre ses 20% de territoire, malheureusement comme prévu, elle perdra beaucoup de jeunes dans une guerre inutile, et surtout elle perdra son autonomie financière, puisqu'elle sera endettée pour au minimum 50 ans. C'est à peu près ça l'idée, et Zelensky, même s'il est au courant de ce qui se passe sur le théâtre d'opération avec des exactions qui sont produites sans doute de part et d'autre, mais massivement certainement du côté des brigades néo-nazis, il s'en fiche un peu parce que c'est pas pour ça qu'il est aux commandes. Il est là pour donner le sentiment que l'Ukraine tienne le bout, qu'elle résistera et que l'Occident doit l'aider coûte que coûte, avec un discours de propagande de dire que l'Ukraine c'est l'Occident, ce qui évidemment est totalement faux géographiquement. Merci donc Gamal Abina. Alors on revient vers vous, Linda donc Larbaoui. Alors avec les images telles que diffusées par Adrien Bocquet, on comprend véritablement qu'on ne racontait pas des inepties, voilà, ou même des affabulations sur Afrique Média. Et voilà les images et la preuve véritablement qu'il se passe des choses atroces menées par les Occidentaux eux-mêmes du côté de la Russie, et voilà des armes, des munitions qu'on retrouve sur les lieux du crime appartenant bien sûr aux Occidentaux, notamment à la France et même à l'Allemagne, avec Adrien Bocquet qui voilà insiste beaucoup sur la France, qui a dépensé plusieurs milliards voilà pour la guerre du côté de l'Ukraine, alors que du côté de la France, la population souffre de plus en plus et ne cesse de manifester. Ben écoutez, je peux vous le confirmer, hein, ma facture d'électricité de 130 € à peu près tous les 2 mois, elle dépasse les 400 €, hein, elle arrive à presque 500 € maintenant. Donc tout est... Et là, apparemment, on nous annonce aussi une augmentation entre 20 et 15 et 20% au niveau des produits alimentaires, puisque moi-même j'étais dans l'alimentaire, donc j'ai appris ça par les grossistes. Donc les temps sont très très durs. La France ne peut pas se retirer de ce conflit. La France est très impliquée. Je parle du gouvernement, je ne parle pas bien sûr de la population française, qu'elle soit étrangère ou française de souche, mais je parle du gouvernement. Macron a été fabriqué en espace de quelques mois, on a fait de lui un président. Eh ben, il a les mêmes patrons qu'avait Georges Pompidou à l'époque.
quand il y a eu le mai 68, ça ressemblait, quand on voit les images de l'époque, tout ça, c'était un printemps français pour moi. De Gaulle, à l'époque, ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'était rapproché des Russes, et il s'était rapproché également de l'Allemagne. Et les Américains, ce n'est pas leur intérêt. Ils ont provoqué et financé deux guerres, ce n'est pas pour voir que le monde européen fasse la paix et qu'il aille vers des alliances telles que la Russie avec la France ou la France avec l'Allemagne. Ce n'était pas l'objectif des Américains, encore moins l'objectif des Anglais. Les Anglais, eh ben c'est le même esprit que les Américains. C'est les Anglais qui ont fait les États-Unis. Hein. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, il y a toute une histoire qui est là. Mais il y a aussi un état profond qui travaille. Et cet état profond, c'est cet état profond qui va essayer de permettre à la France de s'affranchir. Beaucoup d'anciens militaires, on les retrouve en Russie. Je me suis posé la question pendant cette décennie-là que je viens de vivre, où sont passés les gaullistes? Autant Charles de Gaulle n'était pas bon pour les Africains, mais autant il a servi les intérêts de son pays. Et après Jacques Chirac, qui lui aussi a eu un semblant de printemps français en 1995, il y a eu des grèves qui ont anéanti la France. Beaucoup l'oublient ça. Mais c'était quand Chirac avait refusé la guerre en Irak, il voulait pas s'impliquer. C'était l'un des derniers gaullistes au pouvoir. Et quand j'ai parlé sur Afrique Média plusieurs fois, je disais, il y a un vide politique en France. Et au fond de moi-même, je me disais, où sont passés tous les anciens du RPR, tous les anciens gaullistes, où est-ce qu'ils sont? Et ben bizarrement, je commence à retrouver quelques têtes qui se sont réfugiées en Russie. Je ne dis pas qu'ils se sont alliés à la Russie, c'est pas ce que je dis. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Je dis tout simplement qu'ils sont allés se réfugier là où on pouvait pas leur nuire. À partir de Sarkozy, d'ailleurs, Sarkozy a remis la France dans l'OTAN, alors que De Gaulle avait tout fait pour chasser les Américains, pour récupérer l'or de la France et pour sortir de l'OTAN. Donc, à partir de Sarkozy, il y a une autre politique qui a été mise en place. Et puis, après ça a été Hollande, et bien évidemment, il y en a un qui continue la même feuille de route, et c'est Macron. Donc la France, telle qu'on la voit aujourd'hui, les politiciens que nous avons au pouvoir ne peuvent pas s'empêcher d'aider l'Ukraine parce que ils sont à la solde des Américains, malheureusement. Et c'est ça qui fait que le peuple français, aujourd'hui, où je parle de la population française, commence à refuser cette guerre. Elle a pris conscience des enjeux, elle a pris conscience que ce n'est pas sa guerre, et elle a pris conscience aussi qu'il faut s'affranchir de l'hégémonie américaine, et voire même du dollar. J'ai suivi une émission ce matin qui était très intéressante et on parle du dollar et la chute du dollar. Et tous les spécialistes sont bien d'accord que le dollar peut tenir encore, mais s'il y a une monnaie qui va être sacrifiée au départ, c'est l'euro. Et je suis d'accord avec ça. Donc, le français aujourd'hui est confronté à pas mal de problèmes. Le problème, c'est qu'on lui a retiré l'énergie qui lui avait permis de développer son pays, et qui lui avait permis aussi d'avoir une matière première à bon marché à la maison. Donc on fait des économies. Il n'a plus tout ça. Les Russes se retrouvent avec pas mal de pays qui étaient contre eux mais qui sont avec eux aujourd'hui, qui sont devenus alliés, comme l'Arabie Saoudite par exemple, comme le Qatar, comme les Émirats arabes. On voit bien qu'au niveau de l'OPEP+, ils sont plus côté russe que côté américain. Donc les Européens commencent à voir dans ce monde, on les isole avec les Américains, avec l'OTAN. Et ça, c'est mauvais
pour l'économie européenne. C'est mauvais. Il y a un monde qui est en train de se construire où l'Europe est avec ce monde-là, où l'Europe va rester avec les États-Unis. Les États-Unis vont retourner chez eux puisqu'ils commencent à perdre. Ils ont perdu la mer Rouge avec l'alliance chinoise, russe et Arabie Saoudite. Ils commencent à perdre aussi la mer Méditerranée avec le rapprochement de l'Algérie vers le BRICS, et l'Algérie incessamment sous peu va rejoindre le BRICS. L'endroit le plus stratégique de la mer Méditerranée, c'est à partir du port d'Oran jusqu'à la frontière tunisienne. Il y a une demande aussi de la Tunisie pour rejoindre le BRICS. Donc les États-Unis perdent tout ça et leurs alliés aussi. Et la France est en plein dedans. Donc où il va y avoir un revirement après la visite de Macron en Chine, et Macron, chose qui ça m'étonnerait, qu'il rejoigne ce bloc, où ça va être bien évidemment l'affaiblissement de l'Europe et l'appauvrissement de la population. C'est le peuple qui va en pâtir. J'en fais partie puisque je vis en France, mais on ressent très très bien cette crise et ça nous désole. Moi, personnellement, ça me désole de voir que l'État français aide les Ukrainiens alors qu'il y a un phénomène qui se développe à Paris, par exemple, c'est les femmes sans domicile fixe. Beaucoup de femmes se retrouvent à la rue aujourd'hui. Et c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas avant. Il y avait quelques exceptions comme ça, soit des femmes droguées malheureusement, soit des femmes alcooliques, mais des femmes qui ont perdu leurs emplois et leurs appartements, c'est quelque chose qui se développe fortement. Je fais partie d'associations et il y a des fortes demandes justement d'aide concernant ces femmes qui se retrouvent à la rue aujourd'hui. Donc il y a un appauvrissement de la population, il y a une forte crise. Et à Macron de réfléchir un petit peu où il sauve son pays, où son pays va rejoindre tous ces pays sous-développés ou ces pays appauvris comme l'Espagne par exemple ou le Portugal. C'est des pays que les États-Unis les ont ruinés. Donc le choix pour la population est fait, elle se bat, elle est dehors, mais le gouvernement ne veut rien entendre. Allez, on va refermer avec Adrien Bocquet, l'homme du jour. Honneur à vous, Adrien Bocquet. Qu'est-ce qu'on retient finalement au terme de cette émission et surtout avec ce qui se passe du côté de l'Ukraine? Vous qui étiez dans le Donbass et qui à travers vos différents reportages avez pu nous édifier véritablement et fait comprendre à la population que ce qu'on nous fait voir n'est toujours pas la vérité et qu'il faut véritablement aller sur le terrain pour identifier et avoir la preuve palpable de ce qui se passe véritablement dans ce conflit, on le rappelle, qui dure et qui va durer bientôt 10 ans, il faudra le dire, et pourtant on nous a fait croire que ça date seulement d'un an, le conflit opposant l'Ukraine à la Russie. Exactement. J'y suis toujours, hein, pour petite précision, je suis toujours dans le Donbass. Cela fait presque 10 mois que je suis dans le Donbass, avec quelques allers-retours par Moscou et au niveau international pour quelques conférences. Mais sinon, je suis pratiquement tout le temps donc dans le Donbass. Donc oui, il faut retenir, je pense, premièrement, que maintenant nous avons la preuve que la Russie ne tire pas et ce n'est pas la Russie qui bombarde le Donbass. Je pense que cette information est une peut-être des plus importantes à retenir, hein, comme je l'ai précisé, mais je vais le répéter très brièvement. Si la Russie attaquait le Donbass depuis tout ce temps, pourquoi les médias ne montrent pas les attaques? Je réponds à cette question tout simplement car si les médias montraient ces attaques, ils montreraient donc les armes occidentales qui sont servies pour ces attaques. Et donc, ils montreraient cette supercherie au grand jour. Voilà, je pense, la première chose qu'il faut retenir.
Deuxième chose, avec l'investigation que j'ai faite également au niveau de l'armement, de l'équipement, cela vous montre que du côté russe, il y a de l'armement, il y a de l'équipement, mais il y a surtout des munitions en abondance, contrairement à ce qui avait été dit avec des problèmes d'approvisionnement, de munitions, etc. Tout ça était faux. Extrêmement faux. C'est pour ça que ce reportage était aussi important pour moi pour montrer la réalité des choses au niveau de l'armement. De l'autre côté, oui, il y a des Français qui combattent du côté des Russes. Oui, il y en a beaucoup. Ils ne sont pas très exposés car sont des cibles prioritaires. Ceux que j'ai rencontrés sont majoritairement ou chefs de groupe ou ingénieurs ou voilà, ont des qualités, on va dire, très importantes pour les unités où ils sont, on va dire, où ils servent. Et deuxièmement, effectivement, il faut aussi comprendre que l'armée ukrainienne continue de tirer et de tuer sur des civils et de tuer des civils en essayant d'accuser donc les Russes de ces crimes, abominables. Vous avez pu passer quelques images tout à l'heure du bus que je vous ai expliqué avec une petite fille de 7 ans et 6 autres personnes qui sont mortes brûlées vives dans un bus dans le centre-ville de Donetsk. Voilà les images, vous êtes en train de les repasser. Ce crime abominable, je dis bien un mot abominable, qui n'a même pas été mentionné dans les médias occidentaux ou français, alors qu'il y a eu 11 morts et 26 blessés civils dans un centre-ville où, je le rappelle, il n'y a pas de caserne, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de missiles, il n'y a rien du tout à part des civils. Donc bizarrement, quand c'est du côté russe et qu'il y a des dizaines de morts, dont des enfants, même brûlés vifs, visiblement ça n'intéresse personne. Et quand il y a simplement, je ne dirais pas simplement parce que c'est aussi grave, quelques blessés, on va dire, de l'autre côté, on en parle pendant 3 jours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler de l'autre côté, mais c'est pour vous montrer la différence de traitement entre l'Ukraine et la Russie. Pour moi, effectivement, il se passe des choses des deux côtés. Nous devons en parler, nous devons montrer ce qui se passe des deux côtés, pas seulement un côté. Et maintenant, vous avez, et je pense qu'on a vraiment énormément de preuves, que les choses qui se passent dans le Donbass sont volontairement dissimulées pour donc 2 raisons, je le rappelle, pour ne pas montrer que ce sont les armes occidentales ou américaines qui sont utilisées pour commettre ces crimes, et deuxièmement, ça viendrait donc montrer au monde entier que la Russie n'a jamais et n'attaque absolument pas le Donbass depuis toutes ces années. Et on peut retenir quelque chose aussi d'important que malheureusement très peu de gens ne savent. Cette guerre n'a pas commencé il y a 1 an. Non, la guerre du Donbass n'a pas commencé il y a 1 an. Nous sommes presque à 9 ans de guerre ici dans le Donbass. Effectivement, il y a encore 1 an, les gens ne savaient même pas pointer l'Ukraine sur la carte. Alors je vous laisse imaginer le Donbass. Voilà, ça malheureusement c'est la réalité. Il faut la retenir aussi. J'invite les gens à aussi regarder par eux-mêmes sur Internet, sur l'historique du Donbass, ce qui s'est passé. Par exemple, aujourd'hui, nous fêtons l'horreur de ce qui s'était passé à Odessa. Pour la petite histoire, voilà, il y avait eu donc plus de 40 personnes brûlées vifs dans un bâtiment à Odessa, 40 Ukrainiens russophones tués donc par des pro-ukrainiens. Et aujourd'hui, c'est malheureusement donc l'anniversaire de cette tuerie. Voilà, donc ce qui prouve encore une fois que cette guerre n'a pas commencé, donc malheureusement il y a 1 an, mais pour cela j'invite vraiment tous les téléspectateurs qui ne sont pas au courant, c'est pas une obligation, de s'intéresser ou tout simplement ou de demander ou de regarder sur Internet pour voir ce qui s'est passé, voilà, ou tout simplement de regarder mes reportages et investigations, ou bien entendu regarder Afrique Média qui n'hésite pas donc à montrer ce qu'il se passe et à dire la vérité.
Afrique Média, Adrien Bokeh, merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi à Benza Ngouchi qui nous a laissé. Merci Linda Larraoui et Gamal Abina. Rendez-vous donc dans une prochaine édition. Ne manquez pas dans quelques instants face à l'actualité présentée par Fabrice Ndoum au centre du débat. Vous allez il reviendra donc sur les droits de l'homme critiqués en France, d'un pays des droits de l'homme. Il sera également question de parler de la République centrafricaine qui refuse de servir donc de base arrière pour toute tentative de déstabilisation du Tchad, tel qu'annoncé par la ministre des Affaires étrangères tchadienne. Ce sera donc avec Fabrice Ndoum à partir de 20h. Quant à nous, nous vous disons au revoir et surtout merci d'avoir été des nôtres.